Good morning. You're all awake. That's good. J'espère que vous êtes tous réveillés, ce qui est génial. Thanks for showing up in such Merci great numbers. beaucoup d'être venus si nombreux. That early in the morning. Moi, généralement, je dors le matin à 7 heures, mais aujourd'hui, il a fallu que je me lève. I'm energetic enough though. Je suis très énergique, vous allez voir, et j'ai même un autre micro, donc je peux me balader parce que je suis comme un tigre dans une cage, généralement, quand je suis sur l'estrade. Can't stay in one place for long. Je ne peux pas rester immobile très longtemps. Donc, ma présentation est intitulée. Je m'appelle David Zulke, I have an umlaut in my name because I'm German. je suis allemand, I come from the city of Munich. je viens de We make really Munich, good beer, où on really, fait vraiment and, une no, excellente maybe definitely, bière and good cars. et de bonnes I work there voitures as the également. founder of a consulting Je company suis called le Bit fondateur de Extender. Bit I'm also Extender the lead developer of the Agavi framework, et which you might have- some of you développeur might have heard of. de Agavi, que peut-être And this certains is my d'entre Twitter vous nickname in connaissent. case you Et ça, c'est like mon, to, mon nom make Twitter, si fun vous of voulez me or my vous presentation. moquer de moi ou de ma Whilst I talk. I présentation cannot pendant que je reply, parle. Je so ne peux there's pas some chance. vous répondre, donc c'est la chance, il faut la saisir. And I'd like to dive right in because it's, Maintenant, je we're voudrais on plonger slide directement 9 dedans parce que of 153, j'ai so there's not gonna be, 153 slides, any donc time for questions today. il faut se grouiller, il n'y aura pas beaucoup de Dive right temps in pour by les looking questions. at, Donc, the on older va days regarder before tout de the suite term tout ce rest qui was se passait dans even popular. les We had beaux URLs like jours these. I'm sure d'antan, some quand of you vous aviez remember those. I'm sure some of you des still adresses de have ce these in genre. their J'en suis systems. sûr que You need to certains maintain d'entre vous some l'ont encore dans vos horrible legacy systèmes stuff. parce que il faut le maintenir encore, And that went hélas. really well, for Et quite a ça while, marchait pas mal pendant un until certain temps, the jusqu'au SEO moment experts came où along. les experts SEO sont arrivés. Because, you know, especially after the dot-com bubble, Parce qu'après la all the idiots bulle had needed to .com, find new work, and they said, well, ils ont let's fallu do trouver du something nouveau where travail. we can just make Et ils ont dit, things ah bah up attends, and inventons sell un it for peu lots des of choses money pour les and call it vendre pour consulting. plein de fric So et these on appellera SEO ça de la guys said, consultance. Donc ces types de SEO ont "Nine, dit, you can't have non, URLs like vous these, ne at least pouvez pas the avoir German ones." le So- formulaire comme ça, en tout cas c'est ce qu'ils so ont we dit had en to fix allemand, our nein, URLs, nein. right, make them Donc il SEO fallait les and rendre SEO we, friendly. we ended up with something like this, and then things Et on really est spun out arrivé of à control cela, et because puis people alors didn't know what they were après, doing. on a complètement perdu la And, tête we puisque had the les gens ne latest savaient hamburgers pas and ce qu'ils faisaient, et yes, on picture a... 102 lolcats. So that was bad. Donc ça, c'était And pas also- génial, et en plus, Over the last few years, depuis quelques web années, services have gotten les really popular. services They web have sont actually devenus been très à la popular mode. for quite a while. En fait, ça fait un petit bail qu'ils First of sont all, à la mode. Initially, the enterprise Java D'abord, folks were in charge, l'équipe and qui était dans there was l'entreprise something, était en right, where you charge have de an HTTP tout post ça. Ils somewhere avaient to un some post kind of endpoint, SOAP and endpoint you quelque send part a defined qui structure qui with vous an envelope permettait saying, "I d'envoyer want to une call structure operation, vous get disant product in this case, and you pass an je veux une ID, collaboration and you get avec a un response. produit. And then there is serialization Et magic puis, going il y a on, une etc. sorte de formule magique qui And, s'est in passée. case the product does not Et au exist cas où here, le produit n'existait pas, well, it comme doesn't ici, really eh ben, leverage the powers of HTTP, right? Because ça it's ne, really c'est- tunneled over ne HTTP, vous and donne pas it's véritablement mostly la, transport agnostic. In this case, une puissance égale à the SOAP HTTP, thing is mais sending bon, a 500 internal server error, but le that's as SOAP much of envoyait HTTP un as tas d'erreurs, mais you can do the same autant thing over que sockets or SSH. HTTP. And so this in general is really difficult Donc because c'était assez compliqué, even with, you know, between the same programming language parce qu'il y frameworks, a like problème de langage, Access problème 1 de and framework, Access 2, Access even the 1, Java Access stuff is 2, not really même le interoperable. Java n'était pas Make a web interopérable, supply one version and the interfonctionnel, on ne server pouvait pas avoir de and SOAP véritable server the other interface version, entre and SOAP et they le just don't work because they were like, HTTP, ça hey, marchait our pas problem bien should parce que ça use Java to c'était fix it, créateur de and then they had a problèmes, il problem fallait factory. appeler Java pour résoudre, et puis il y avait un problème avec Java, donc c'était un cercle vicieux. Lame morning joke. It's actually my favorite joke about Java. So please laugh. Come on. Okay, so Non, anyway, en tout cas, people said that really sucks, right? Like les we gens need disaient, bon, something le simple. SOAP, ça craint, donc il faut quelque chose de And plus then simple. we ended up with things like, for instance, the Donc on a old commencé à version, construire there's a new one coming or under development or already les deployed, vieilles Join the API. API, il y en a plein qui se... Join-in est un And you have nouvel something like exemple, this. et on avait quelque chose comme ça, You de can log in similaire à as l'écran. Chuck Norris or On someone else pouvait se and say, connecter comme Chuck Norris ou get n'importe details qui of my action, et and I dire, can donner pass talk IDs and stuff. des And then you détails get a sur mon response. action et vous avez une réponse. Now, this looks an awful lot like the Non, SOAP thing we saw earlier. ça se ressemble énormément Really au similar SOAP qu'on a to vu C plus because- tôt, so it's always a post request, parce qu'en fait, il y a right? toujours une Yeah. post-requête.
On a des détails pour une conversation, mais un proxy pourrait penser que le post avait des effets secondaires, mais que peut-être ce n'était pas réitérable. Donc, on est revenu à un format prédéfini de ce type, qui n'était pas très mal. Le problème, c'est plus la requête, en fait, où il y a toujours un post. Ça ne demande pas une authentification HTTP. En fait, il faut envoyer le mot de passe, l'identification de l'utilisateur, etc. Donc, l'information de l'opération est inclue dans la requête pour avoir les détails. Ça ne fait pas partie de l'URL ou de la requête qu'on appelle l'uniformateur. Qu'est-ce qu'on regardera plus tard? Ça veut dire que rien n'est possible en cache. Et puis en plus, tout va à /API talk pour talk, qui est un seul point de cible. Il y a un type qui s'appelait Richardson. Et j'ai fait sa présentation de nombreuses fois. Je ne me souviens toujours pas de son prénom parce que je l'oublie tout le temps. En tout cas, il a défini un modèle de maturité à 4 niveaux. Ça, c'est le niveau 0, qui est un ancien XML sur le câble. C'est la même chose et on peut le faire progresser, l'améliorer en disant on va donner à chaque API son propre URL. Donc, on n'a pas API Talk, on a API Talk 42. Et ce serait donc le niveau 1 dans ce modèle de maturité de Richardson. Donc, l'idée, c'est que le niveau 1 et niveau 0 sont vraiment très très chiants. Il ne faut jamais les utiliser. Jamais, jamais. N'oubliez pas ça. Parce qu'à moins d'avoir une bonne raison d'utiliser SOAP, il vaut mieux faire ça que d'utiliser 0 et 1. Tout à l'heure, ça marchait pendant un petit moment. Les gens écrivaient leur rôle variante de SOAP ou de LTC. Et tout d'un coup, ce type, Roy Fielding, est arrivé et a dit bah, tiens, voilà quelque chose de bien cool pour HIP. Si vous êtes une start-up ou n'importe quoi, utilisez REST. Et ça, c'était vraiment super, parce que maintenant, tout le monde pouvait dire j'ai un API REST alors qu'il ne l'avait même pas. Donc, il faut comprendre ce que le terme REST signifie. C'est une abréviation pour Representational State Transfer. L'idée, c'est que je transfère l'état de mes ressources à travers sa représentation. Et il décrit cela dans sa présentation, qui n'est pas intitulée FPP magique, etc. Non. Ou comment construire un génial API, c'est les styles architecturaux dans la conception de réseaux et d'architecture basée sur les logiciels. Il raconte des histoires et ce qui lui est arrivé quand il a conçu ça, parce que c'est un des inventeurs ou un des contributeurs au web. Mais il ne s'agit pas d'utiliser HTTP, il s'agit d'utiliser REST sans même HTTP. C'est simplement que la sémantique de HTTP marche très très bien pour répondre aux contraintes de REST. Mais REST, c'est simplement comment est-ce qu'on écrit un logiciel sur un réseau. C'est tout. Et dans sa dissertation, il nous a dessiné quelques contraintes. Donc, si vous checkez toutes les boîtes, eh bien, vous avez un système REST. Il faut être un serveur client, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, donc c'est évident. On veut être sans état des réponses et des requêtes, donc il n'y a pas de mécanisme qui dit voilà la seconde requête d'un même client. Et maintenant, je vais même donner de la poudre magique dans la seconde requête parce que je sais très bien que ça va se représenter. On peut utiliser les cookies pour garder ce type d'état, mais en fait, il ne faut certainement pas le faire pour API parce que
Les choses devraient être possibles d'être en cache. Ça doit être un système en plusieurs niveaux, ce qui veut dire que vous pouvez avoir un nombre arbitraire d'intermédiaires entre le client et le serveur, et c'est complètement transparent pour le point d'entrée. Donc, si je suis un client, je fais une requête à un serveur, je ne dois pas savoir qu'il y a quelque chose sur mon réseau et sur le réseau de destination. Pour moi, il faut que ça ait l'air transparent. Le code sur demande est quelque chose d'optionnel que vous pouvez ignorer complètement. C'est simplement JavaScript. Maintenant, si j'ai un système en layer et que je veux pouvoir dire je fais une requête quelque part, get it, et un proxy entre le client et le serveur peut interpréter cette demande en standalone parce que c'est stateless et peut le cacher. Pour ça, j'ai besoin d'une interface uniforme. Et c'est véritablement la clé du problème, mais l'uniforme. L'interface uniforme a plein de règlements en elle-même. On a URL qui permet d'identifier une ressource. Ensuite, on utilise des méthodes, verbs que j'appelle moi, pour performer des opérations sur les ressources, comme get/product ou delete/produit. Et cette opération est implicite de la méthode et ne fait pas partie de l'URL. En tout cas, elle ne devrait pas en faire partie. Et ensuite, et voilà ce qui est très important, et c'est des choses que peut-être vous n'avez pas tous entendues, il faut utiliser un format hypermédia pour représenter les données. La représentation est quelque chose de très important, comme je vous l'expliquais dans un moment, et utiliser des relations, liens pour naviguer à travers le service, comme client, mais aussi comme serveur. Maintenant, la représentation est très importante, parce que une page web que vous et le navigateur, par exemple sur Amazon, Shark sur Amazon, n'est pas une ressource, ce n'est qu'une représentation d'une ressource, de certains formats médias. Donc, si vous voulez lister les produits comme JSON, par exemple, vous direz get/product et puis votre préférence pour le type de média en disant j'accepte l'application JSON. Vous pouvez faire la même chose en disant je veux Acme, par exemple. Dans ce cas, vous utilisez la possibilité de négociation d'HTTP et pas en version JSON. Maintenant, aucune de cela ne sont des formats hypermédias. L'application JSON signifie simplement qu'il y a plein de codes qui représentent une structure d'objets. L'application HLM signifie que ça utilise un mélange de plein de trucs, mais c'est toute l'information que vous pouvez avoir comme client ou comme serveur à partir de ce média. Maintenant, nous allons voir des hypermédias dans plus loin. Il y en a un d'ailleurs qui est HTML. On peut dire par exemple, je veux ce produit-là. Et voilà ce qu'on a à l'écran. Et on peut inclure un lien. Donc je peux cliquer sur ce produit et j'arrive sur la page désirée. Donc d'abord, on veut faire quelque chose de ce type qui nous amène au chapitre 1 pour la conception d'une interface HTTP. Ce que je fais d'habitude, c'est je définis mes ressources et les relations upfront parce que ça vous donne tout de suite une vue générale des relations dans votre système, ce que vous exposez, ce que vous n'exposez pas, ce que vous surlignez, ce que vous permettez d'adresser sur les URL et ça marche assez bien. Donc c'est une histoire de goût, mais je pense que ça devrait être comme ça parce que si je veux stocker mes photos de vacances sur mon disque dur, par exemple, je vais intituler mon fichier photo. Donc, on peut faire cela en ordre descendant, donner un point de vue individuel, regarder les photos, par exemple. 5668, par exemple.
Ce serait un nouveau produit, un nouveau quelque chose, une nouvelle galerie, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est nouveau d'ailleurs, mais bon. Est-ce que c'est une idée de photo? Est-ce qu'une idée de produit? Donc même pour le programme, c'est assez confus. Donc ce que je préfère faire, c'est regarder les exigences d'un projet, voir les entités de mon système. Mon domaine a ceci et cela, ces objets, non pas les objets, mais les choses que je veux exposer. Donc, donc j'ai une liste de produits. Et si je veux une question ou si je veux modifier la liste des produits, donc je devrais utiliser cette string-là, cette chaîne-là. C'est assez astucieux parce que si vous avez un mauvais URL, avec un système comme ça, on a des slash. Vous arriverez rapidement à un moment où vous ne pourrez pas rendre ces parcours optionnels. C'est très difficile pour les clients également de construire un URL de ce type. Il vaut mieux changer l'ordre, définir l'ordre. Il faut absolument savoir ce qui est optionnel et pas optionnel. Donc, les chaînes pour les clients et pour les serveurs, ce n'est pas compliqué. Quand vous voulez changer l'ordre des choses ou aller à la page 2, bon. Et j'ai aussi un produit individuel. Et le HTTP, en fait, comme spécification, dit il y a quelque chose sur les slash dans la structure qui signifie que vous avez des ressources subordonnées. Donc, si vous postez quelque chose quelque part, cela devrait vous créer une nouvelle ressource subordonnée. Donc, par exemple, je pourrais avoir une collection de photos sous le produit 1, 2, 3, 4. Et si je poste une nouvelle photo dessus, eh bien, par définition, ce sera une nouvelle photo d'un 2, 3, 4. Parce que c'est une nouvelle ressource subordonnée à cette collection. Donc ça, c'est que des photos et je peux encore utiliser ce lien-là ou cette chaîne-là. Maintenant, une fois que vous avez accompli cela, vous pouvez tout jeter à la poubelle parce que si vous avez un système qui est vraiment RESTful, vous n'avez pas besoin d'URL. Vous pouvez utiliser un générateur par random pour tous les systèmes URL, mais c'est encore utile parce que ça vous aide à avoir une meilleure compréhension vous-même de comment ça marche votre système et les URL sont plus facilement lisibles par les développeurs. Maintenant, avec des bons URL, c'est le truc qui est vraiment pas bien parce que sur une liste de produits, vous pouvez faire un get pour retrouver une liste de produits, vous pouvez poster pour créer un nouveau produit. Et ça ne devrait pas retourner ou rediriger. Ça devrait vous donner 201 créés, et ça ne devrait pas retourner ce JSON ou HTML. Ça devrait vous rendre l'URL en entier. Parce que si vous me donnez une identité, 1, 2, 3, 5 par exemple, le client doit savoir que je dois attacher le 1, 2, 3, 5 que vous m'avez envoyé à cette liste, à cette URL, et peut-être j'aurai le produit que je viens de créer. Donc, je mets ça en code dans mon client et vous ne pouvez jamais changer la structure de votre URL. Maintenant, sur quelque chose d'individuel, je peux faire un put, le mettre à jour et puis après delete si je le souhaite. Donc ça, c'est assez simple. Une chose qu'il ne faut pas oublier surtout, je vous en prie, c'est qu'il ne faut jamais laisser un client garder un état quelconque. Parce que sinon, c'est vraiment très embêtant pour le serveur. Donc, traditionnellement, sur une page web,
on a un /cart et c'est un caddie de shopping, on peut toujours aller là, ça donne la liste de produits, après on peut aller check out. Et le cookie vous dit c'est votre session, voici ce que vous avez mis dans votre panier. Et généralement, je ne suis pas assez multitask pour acheter quelque chose dans 2 ou 3 paniers différents, dans 2 ou 3 endroits différents. Mais pour un client API, vous ne pouvez pas avoir un /cart parce que sinon, ce sont des requêtes sans fin et il n'y a pas de cookie qui vous dit quelle est la liste de ces achats. Donc pour Apria, vous dites je fais une liste d'achats spécifique identifiée à travers votre propre URL, qui est un URL unique, et le client peut insérer des choses dedans. Puis un client peut avoir 10 paniers d'achats pour 10 utilisateurs, par exemple, comme une fonctionnalité robotique qui fonctionne. Donc vous n'oubliez pas ça. Maintenant, une fois que vous avez mis ça, on atteint dans le Richardson modèle de maturité le niveau 2. On utilise correctement les verbes HTTP, GET, ce qui veut dire que c'est secure et pas que je peux répéter 100 000 fois et que ça a toujours le même effet, pas d'effet secondaire sur le serveur. Je peux utiliser POST, qui est ni l'un ni l'autre. C'est pas sûr parce que ça a un effet secondaire sur le serveur. Et ce n'est pas un idempotent. Si je mets le même produit 18 fois, j'aurai un nouveau produit 18 fois sur le serveur, sauf si le serveur fait quelque chose d'absolument, une duplication magique. Si j'utilise put ou delete, put pour le mettre à jour ou delete pour enlever ce produit, ce n'est pas sûr parce que ça enlève quelque chose, et ça enlève quelque chose 10 fois. Ça a disparu, alors que si je mets à jour avec la même... ça ne marchera pas. Donc le proxy interfère, ce qui n'est pas possible quand on fait get and post. Maintenant, il faut utiliser donc des bons du réel et les codes de statut HTTP pour indiquer le résultat au client, que ce soit une réussite ou un échec. Donc, ça indique les conflits si l'on souhaite et ça explique pourquoi est-ce que cette requête a été rejetée ou acceptée. Okay. Bon, maintenant, un exemple excellent d'un dessin API est le Twitter API, que j'espère que certains d'entre vous connaissent. Maintenant, on ne va pas regarder que si c'est complètement RESTful, on va regarder l'utilisation de l'HTTP d'après la perspective, parce que ça suffit, on a besoin de regarder le reste. Donc, voici un statut /show qu'ils ont. Vous pouvez utiliser ça pour indiquer les statuts 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu bizarre qu'il inclue show de toute façon parce que get ça veut dire show. Et je mettrai le show derrière le statut parce que je veux montrer 1, 2, 3, 4, 5. Je ne veux pas 1, 2, 3, 4, 5 show. Mais ça n'aurait aucun sens. Ils ont également utilisé .json comme un mécanisme pour la négociation. C'est utile d'avoir des choses comme ça, où on peut utiliser .json, parce que c'est facile à déboguer, mais il faut aussi prendre en charge le reste. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous pouvez travailler avec, n'est-ce pas? C'est pas tellement difficile. Le plus difficile, c'est la mise à jour sur le statut. Ça fait quoi exactement, cette mise à jour? Devine, allez, parlez. Dites-moi. Comment? Post a new one. Un nouveau. Donc ça fait ça. Il dit met à jour, mais il met à jour, il ne met rien à jour. Il crée un nouveau statut en fait. Donc il y a update, même si ça veut dire que post veut dire créer un nouveau en fait. Donc la présence d'update, c'est un problème. Si vous regardez que le code et vous pensez, c'est une mise à jour de quoi exactement? Mais plus important qu'encore,
c'est qu'il manque quelque chose dans l'URL. Qu'est-ce qui manque? Il manque un S. Ah non, l'utilisateur. J'ai mis le statut de quel utilisateur exactement, ce n'est pas inclus. Et ça, c'est un problème. Parce que si jamais ils veulent lancer une fonctionnalité où ils peuvent gérer l'accès, par exemple, si quelqu'un d'autre pourrait me permettre de poster sous mon nom. Donc Fabien pourrait dire, bon, tu peux poster, et après je peux dire que Agavi est formidable. Ils ne peuvent pas le faire. Il faut créer un nouveau endpoint. Ils l'ont développé, en fait, parce que je l'ai vu sur le compte Twitter. Mais ça serait quelque chose que les sociétés seraient prêtes à payer. Mais il faudrait attendre des mois jusqu'à ce que tous les clients aient fait la mise à jour. Vous pouvez détruire un statut en faisant un post quelque part, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et vous pouvez effacer également. Donc, j'utilise 2 verbes pour le même objectif et ce n'est pas très sympa. Il y a beaucoup de retweets. Vous avez des retweets pour 1, 2, 3, 4, 5 dans ce cas précis. La liste de retweets doit être subordonnée à 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, idéalement. C'est schématique, mais c'est plus facile à lire. Mais pour faire un nouveau retweet, eh bien, vous pourriez simplement poster avec l'info. Quel utilisateur, vous présentez en tant que quel utilisateur, mais ils ne le font pas. Donc évidemment, ils ont un autre URL, encore une fois, pour la collection de retweets. Et ça devient compliqué. Ce n'est pas très structuré. C'est très difficile à documenter parce qu'ils ont toutes ces options, des fragments de l'URL. Dans ce cas, ils prennent en charge put et post. Et le put veut dire je mets à jour cette ressource. Ça ne veut pas dire que je crée un nouveau retweet. Du point de vue de l'interface, c'est erroné. C'est erroné. Ça ne respecte pas le W3C. Alors, à quoi ça pourrait ressembler? Vous pouvez adresser un tweet individuel, vous pourriez avoir des retweets, et vous pouvez utiliser les verbes standards, et vous n'auriez pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire, puisque c'est déjà défini dans la spécification HTTP, et ça serait une interface sympa et uniforme. Par rapport à la partie hypermédia, ça soulève un point important, puisque le www, c'est la plus grande application d'Internet. Email, c'est grand, mais le web, c'est beaucoup plus grand, n'est-ce pas? C'est en fait le premier système d'échange de données qui recouvre toute la planète. La question est la suivante. Comment est-ce que ça a marché, ça? Parce que si vous y pensez, si je veux vous envoyer à vous des infos via mail, je dois demander à tout le monde leur adresse email. Et ensuite, je peux vous l'envoyer. Et ça l'envoie à chacun. Donc l'info est copiée. Et si j'oublie quelqu'un, l'un de vous était aux toilettes. Et je n'avais pas son adresse. Il revient, il me dit, « Et ma copie, c'est où ?» Et après, quelqu'un doit dire, « Oh merde, il faut que je le forward. » C'est difficile de récupérer l'info. C'est un échange de messages. Ce n'est pas utilisé pour le stockage et la récupération et l'accès aux informations. Donc pourquoi est-ce que le web a eu tellement d'ampleur? Eh bien, la raison, c'est l'hyperlien. Je peux faire un lien avec quelque chose, simplement. Et si je mets en place un lien à une destination, ça n'applique pas un couplage, puisque par conception, le web n'est pas couplé. Si je fais un lien à google.com, il n'y a pas de notification. Il n'y a pas d'infrastructure pour cette notification. Google ne sait pas que j'ai créé un lien ou que j'ai enlevé un lien. Vous savez, le web a été inventé par des scientifiques à CERN.
dans les années 90, ils voulaient faire quelque chose pour rendre disponibles les infos scientifiques et de faire des liens. Et c'est vraiment, ils parlent d'attribution de sources, ils veulent lister les références, les bibliographies. Ils auraient pu dire, chaque lien doit avoir un contraire. Je fais un lien et il faut qu'il y ait un retour. Et si c'est rompu dans un sens, ça doit être rompu dans les deux sens. Intégrité, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Parce qu'imaginez, ça serait ridicule. J'ai besoin d'appeler à Google avant de pouvoir faire un lien avec eux. Et ensuite, ils ne peuvent pas détruire le lien avec moi sans que j'efface le leur. Ce serait bête. Je peux faire un lien n'importe où. Et si la chose n'est plus là, eh bien, j'aurai une erreur 404. Puisque le web supporte l'échec. On utilise des liens, ça peut être cassé, on s'en fout. Il va falloir gérer la situation de toute manière et toute tentative de réparer cela par des règles ou toute autre chose est vouée à l'échec. Donc ce qu'on fait à la place, c'est qu'on fait un système où il faut s'attendre à ce que les liens soient rompus. Une autre conséquence de cela, c'est qu'il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de répertoire de liens dans un moteur de recherche. Ça veut dire que si je rajoute plus d'informations au système, je n'augmente pas la friction. On peut doubler ou quadrupler la quantité de sites web aujourd'hui, et du point de vue de l'architecture, ça ne change strictement rien. Ça va peut-être provoquer plus de trafic. Si les gens commencent à aller voir les sites, mais il faut les trouver, donc c'est pour ça qu'il y a des moteurs de recherche. Mais la conception du système n'est pas affectée. Donc, il n'y a pas de limite à l'évolutivité. C'est centré sur le protocole et l'hyperlien le rend possible, justement. Donc la question, c'est la suivante. Peut-être qu'on peut utiliser des hyperliens avec des machines. Et si on revient à l'interface uniforme et les règles blister qu'on a vues tout à l'heure, on a dit que nous avons l'identification de ces ressources par le biais des URL. Et vous vous souvenez que la représentation, le produit représenté en tant qu'XML ou JSON ou un page web sont séparés de manière conceptuelle. Du point de vue conceptuel. Et ensuite, on va manipuler ces ressources par le biais d'une de ces représentations. Donc typiquement, je mets à jour la version JSON, la version XML devrait changer aussi, n'est-ce pas? C'est le transfert d'état. Je transfère l'état par le biais d'une des protections d'un client vers le serveur ou l'inverse. Ces messages doivent être autodescripteurs. Le client ou le serveur peuvent interpréter la requête ou la réponse pleinement, selon une définition quelconque de l'élément ou la chaîne de caractères, ce que ça veut dire. Et en dernier, pour l'interface uniforme, vérifier toutes les boîtes. Et moi, j'aime bien cocher les boîtes parce que je suis allemand et je suis les règles. Je suis malheureux si je ne peux pas cocher les cases. Donc, je veux aussi que cette interface uniforme HOS, un acronyme abominable, mais c'est un bloc, c'est le bloc le plus important. Sinon, ce n'est pas RESTful. Roy Fielding s'énerve une fois par an dans son blog. Il écrit un post, il dit « Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que les gens comprennent? Sortez de ma pelouse. » Il est comme ça. Parfois, les gens le trollent et ils n'aiment pas. HateOS, c'est la dernière partie du puzzle. Mais la question, c'est, si nous avons un client et si on a donc un produit, une liste de produits, comment est-ce qu'il sait ce qu'il en fait? Comment est-ce qu'il sait comment l'interpréter? Comment est-ce qu'il sait ce que les choses veulent dire? Comment passer du produit à la liste des catégories dans laquelle figure le produit?
C'est comment passer à la prochaine liste de résultats de la recherche, la prochaine page, si vous voulez, en cas de pagination. Comment est-ce que c'est possible de créer une nouvelle revue pour le produit? Où est-ce que c'est ce contrat en particulier? Les contrats, c'est bien, c'est essentiel. Sans un contrat ou une règle, je ne peux pas écrire un client contre une implémentation de serveur, donc il faut que tout cela soit défini. Vous pouvez me dire que, bien, ça existe déjà, n'est-ce pas? Qui a déjà utilisé des services SOAP? Donc, vous connaissez le format WSTL. Le format WSTL, et vous le détestez sûrement, n'est pas un contrat, parce que cela ne vous informe pas sur les champs dans l'objet et ce que ça veut dire. On dit simplement comment ils vont le sérialiser dans votre langage de programmation vers une représentation XML qui est du côté serveur. Un fichier WSTL ne vous informe pas que vous devez faire un appel initialisé avant d'exécuter. Il ne vous dit pas. Il vous dit simplement, voici les méthodes et voici les paramètres, mais il n'y a pas de signification à tout cela. Et c'est ça qu'il faut qu'on répare. On veut utiliser des liens pour permettre aux clients de découvrir de nouvelles choses, pour qu'ils peuvent suivre les liens et ne suivre que des liens. Et pour le faire, il faut qu'ils comprennent les relations entre les liens. Et le résultat en est que ces URL n'ont pas besoin d'être connus d'avance. Donc, je n'ai pas besoin de savoir que j'ai besoin d'attacher ID 1, 2, 3, 4, 5 pour que le nouveau produit ou produit puisse récupérer la liste. Je peux simplement suivre le lien. Mon client peut être stupide et adaptable. Je peux ensuite, en tant que serveur, peut-être changer tout le flux de travail sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et vous pouvez définir cela par le biais de sémantique. Ensuite, lorsque le serveur met à jour l'implémentation, mon client n'explose pas. Ce serait sympa, donc il faut un format hypermédia pour le faire. XHTML, c'est une façon, Atom est une autre façon de faire. Vous pouvez aussi créer votre propre système. Donc, on peut dire, on veut lister un produit, et on dit, bon, OK, je m'attends à ce que l'application vnd.acme.shop.xml. vnd. C'est le préfixe pour le vendeur, pour le fournisseur, donc vous inventez ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas avoir application.com parce que c'est interdit. Sinon, on ne sera pas content. Ils vont vous envoyer une lettre. Et dans ce cas, on dit plus XML, puisque notre format est basé sur l'application /XML serialisation. Donc, c'est un markup autodélimité, comme XML, mais maintenant, pour ce type de média, on peut documenter la signification de chacun des éléments. On peut dire qu'un produit veut dire telle chose. L'idée, c'est un chiffre qu'il faut utiliser pour le prix. Le prix, il y a toujours un prix en euros. Le lien possible dont on dispose, dans ce cas précis, on utilise des relations atomes pour lier les éléments, donc on n'a pas besoin de créer nos propres éléments. Il y a telle et telle signification, et tout ce qui tourne autour du paiement, qui est vraiment inutile d'avoir cette relation, c'est déjà défini globalement pour le monde entier. Donc chaque client va avoir la même compréhension de paiement au self ou next. Tout ça, c'est déjà défini, donc on s'en balance. Si vous avez locats, vous pouvez avoir rel égale locats, puisque c'est un identifieur global. Il faut le namespacer en le mettant sous votre propre URL. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Ici, on utilise HTTP abonation en utilisant un header allow. Et on dit, en plus de recevoir ça, vous pouvez aussi l'effacer. Et encore une fois, ce que veut dire put et delete est déjà défini, puisqu'on utilise l'interface uniforme correctement, il y a une spécification, il n'y a aucune confusion possible sur la signification de ces éléments si je travaille comme il faut. Et voilà. Maintenant, ce qui nous amène au niveau 3. Et nous avons
réaliser notre rêve des RESTful Web Services. Et dans cet exemple, j'ai utilisé XML et c'est très doué pour ce genre de choses. Vous avez des hyperliens, vous avez des attributs. C'est très utile parce que si j'ai un élément XML et je rajoute un attribut, par exemple, avec le dernier modifié pour chaque champ, par exemple, je pourrais le faire et ça gêne personne, puisque le contenu est toujours adressable. Avec JSON, on n'a pas ça. Avec JSON, ça change tout le temps. Si vous le faites, eh bien, vous changez la structure même. Et vous n'avez plus de lien en standard. Ça ne pose pas de problème, mais en tout cas, vous n'avez pas d'espace de nom. Et ça pose plutôt des problèmes, par contre. Le JSON, c'est plus facile à générer, c'est plus facile à faire passer, mais ce n'est pas plus facile à maintenir. Dans ce cas, j'ai déjà un champ montant dans le prix. Imaginez que ce ne soit pas un struct, que ce soit simplement prix double point 3,14. Et vous, là-bas, la moitié des gens ici ont écrit un client sur cette API. Moi, je ne peux jamais changer le prix pour inclure les devises. Je ne pourrai jamais le faire. Il faut que j'ai prix underscore devise. Parce que si je change le prix du float à ceci, eh bien, le code y casse. Donc, il faudrait que j'ai price underscore montant. Et si je veux des dollars américains, et si j'ai un... Il faut trouver des règles. Par exemple, s'il y a prix et price et prices, il y en a un qui est plus important. Et après, vous allez vous fâcher parce que c'est pénible de recoder tout ça en dur. JSON, c'est un format de relation par objet. Ça ne devrait pas être utilisé pour l'échange d'informations entre les parties dont le code on ne contrôle pas. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez jamais XML pour envoyer des informations à votre front-end à partir de votre back-end. Ça s'appelle Ajax, mais utilisez JSON, vous serez fou de ne pas le faire. Et si c'est votre applicatif iOS, et si vous écrivez l'API pour, et si vous êtes le seul utilisateur de l'API pour cette application iOS, eh bien, vous pouvez utiliser iOS puisque vous contrôlez les serveurs et les clients. Si ce n'est pas le cas du contrôle des serveurs, eh bien, pensez à XML puisque vous pouvez le faire évoluer beaucoup plus facilement que le cas de JSON. Tout d'abord, il y a un contenu mixte et pour un API, c'est très utile, mais je peux toujours annoter les informations que j'aimerais voir. Ah, c'est très bien. Si j'ai le prix ici, je peux dire à tout moment que j'ai un deuxième prix ou une partie du prix. Et ça ne change pas la structure du document d'une façon fondamentale. Les gens ne peuvent pas donner moi le prix. Ils me disent donnez-moi l'élément prix, le premier élément de prix. Donc on fait une requête par collection. Le modèle de document d'XML est fondamentalement différent du modèle de document de JSON. JSON, c'est des objets sérialisés, mais ici, vous représentez les informations en tant que document avec XML. Donc, tous les gens qui disent XML c'est mort, JSON vivant, que vive JSON, eh bien, ils sont bêtes parce qu'ils ne comprennent pas que le cas d'utilisation pour JSON est là-bas et XML c'est là-bas. Et les chemins ne se croisent pas. Il faut choisir votre poison. XML, c'est plus difficile à générer, etc. Ce n'est pas aussi rapide parce qu'on ne peut pas faire un encode de JSON. Mais dans le temps, c'est plus facile d'envoyer des requêtes parce qu'on peut utiliser XPath et des choses comme ça. Et également, avec XML, vous n'êtes pas obligé de charger tout le document en mémoire. Sur un petit iPhone, là, pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de bandes passantes, je peux télécharger cette première ligne. Je regarde les racines et je dis, ah, c'est dans l'espace de nom et c'est vraiment le prochain champ, c'est le même produit et c'est ça que je veux. Donc, je vais continuer de télécharger. Mais avec JSON, il faut télécharger tout et à la fin des 70 mégabytes, eh bien, vous avez le type de propriété, vous savez que c'est un produit. Donc, j'ai introduit un deuxième prix et ça ne va pas casser le client. On peut dire que sur le nom, le name élément, je rajoute des éléments. Et vous indiquez la langue. Et vous avez Speck et pas seulement du bacon. Et ensuite, les liens.
Maintenant, vous allez dire, bon, tous ces liens, il faut avoir vnd.com, quelque chose, c'est tellement de travail, j'ai pas envie de faire ça. Et je comprends très bien. Sans hypermédia, ce n'est pas un RESTful interface. Si on vous dit le contraire, c'est faux. Va me chercher. Fielding l'a dit. Il a fait un blog où il disait « RESTful interfaces doivent être drivés par l'hypertexte ». C'est très bien si vous vous en foutez, mais peut-être que vous développez un applicatif ou un système qui ne peut avoir RESTfulness parce qu'on ne peut pas avoir de l'hypermédia. Il y a des gens qui travaillent sur Mongo ou Tangent ici. Donc si vous décidez de laisser tomber votre interface faite maison en format binaire, qu'est-ce que ça ne marche pas, et passer sur un HTTP des canapés, eh bien, vous pouvez créer ce genre de choses. Et Couch2B ne peut pas avoir une interface REST. Amazon S3 ne peut pas non plus. Parce que si vous avez Couch2B, si vous leur donnez un document JSON, c'est une bonne cas d'utilisation pour JSON. On ne va jamais utiliser XML pour Couch2B, ça n'a aucun sens. Si vous stockez un document derrière un produit sur CouchDB, le serveur ne comprend rien de ce que veulent dire les champs. Si vous téléchargez une vidéo, un texte ou une image à Amazon S3, le serveur ne comprend pas la signification du contenu. Il stocke un flux de disques d'informations binaires sur un disque quelque part. Mais ne l'appelez pas un REST API, sinon je vais être fâché contre vous. C'est officiellement la fin du temps affecté, donc j'ai dépassé de 5 minutes. Mais un bon exemple d'hypermédia, il y a quelques défauts, mais bon, en général, c'est pas mal. C'est l'API de LoveFilm. LoveFilm, vous savez, c'est un système de location de DVD. Dans ce cas, j'ai cherché old et j'ai un par page. Et je commence avec un et ça me donne cette information. Et la signification est définie quelque part. J'ai aussi un self-link. Un lien, ça veut dire pas le document actuel. Un self-link, c'est l'identification de la ressource dans laquelle je me trouve. Donc le self-link veut dire la recherche se situe à cette URL. S'il y avait un self-link dans le titre, mon laser est mort. S'il y avait un self-link dans ce titre de catalogue, ça veut dire que c'est le lieu où se trouve le titre du catalogue. Donc il y a un self-link, ils ont un next link et un last link. Donc je peux très facilement aller à la dernière page dans la recherche où j'écris un script bot qui tourne dans une boucle et qui va chercher le prochain lien pendant qu'il y est. Donc, est-ce qu'il y a un next? Si oui, le récupérer, suivre la location et continuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et ensuite, j'ai ingéré l'ensemble des titres qui sont disponibles et ça contient l'ensemble des informations que je recherche. Les hold. Donc, self, next et last, c'est ça qui est défini dans ces relations. Les reviews ou les résumés, ce n'est pas un lien défini. Donc, ils ont inventé ça pour éviter des collisions avec d'autres. Et ça pointe vers une URL où, dans le même type de média, vous pouvez obtenir une liste de revues. Je vous ai déjà dit que cette société appartient à Amazon. Donc demain, ils pourraient décider de jeter à la poubelle l'ensemble des revues qu'ils ont déjà faites et utiliser les revues d'Amazon à la place. Et au lieu de faire le lien avec openapi.lovedot.com, ils pourraient lier à api.amazon.com/reviews. Et si le type de média est le même, on n'y verra que du feu. On s'en fout. Parce que tout client qui souhaite obtenir ces évaluations pour cette chose-là, il pourrait prendre l'idée. Une personne bête pourrait prendre l'idée et rajouter /reviews, mais c'est une invitation aux ennuis. Il pourrait donner
il vaut mieux suivre le href. Donc, ils pourraient le changer demain pour pointer vers les serveurs Amazon et livrer dans le même type de médias les revues d'Amazon et aucun client ne pourrait casser. C'est très bien. Ils pourraient l'améliorer. Donc, un grand problème, c'est qu'ils livrent ce document comme un applicatif XML. Donc, c'est de la soupe à tag. Ça ne veut pas dire qu'il y a une signification pour chaque élément. Donc, ils ont besoin de leur propre type d'élément. Et ensuite, vous avez pu remarquer que ces liens n'ont pas d'attribut type. Donc, en tant que client, vous n'en savez rien. Théoriquement, ils pourraient faire un lien vers des revues, peut-être dans un format HTML et dans le format lisible par la machine. Donc, il faut toujours avoir des attributs des types sur le lien pour informer le client quel est le type de média. Et l'élément racine devrait utiliser une base de nom XML. Comme ça, c'est plus facile pour le client. Il n'a pas besoin de parser pour savoir de quoi il s'agit. Un autre exemple formidable, c'est Huddle. Ils ont documenté, en fait, très bien sur leur code Google, sur leur wiki, en fait. L'API Huddle, c'est documenté comme ça. Voici un type de média. Voici les possibles éléments qui s'y trouvent et ce que ça veut dire. Voici une liste de relations et des liens. Et voici le point d'entrée de l'URL et l'API. Puis c'est tout. Et vous, en tant qu'utilisateur et développeur, si vous voulez comprendre, vous utilisez curl pour récupérer le point d'entrée. À partir de là, vous suivez quelques liens pour apprendre l'API. C'est super. Et cette chose-là, comme vous pouvez voir, Avatar, par exemple, et l'historique de la version, vous avez les identificateurs globaux, il ne faut pas le faire. Ça peut provoquer des collisions à un moment donné. Donc il faut qu'ils les réparent ça. Et quelle que soit la représentation, si c'est un acteur ou une liste de choses, on appelle la racine document. Et comme un client, c'est difficile à comprendre de quoi il s'agit dans ce document. J'ai presque fini. S'ils utilisent un schema XML, la conversion est faite. Essential Connect, entre autres, a déjà un API ou vont avoir un API et c'est vraiment bien fait. C'est RESTful. S'il y a des formulaires pour la recherche ou pour créer un nouveau compte, c'est très cool. Donc, il faut le regarder. Pour des exemples sur comment procéder, c'est une API formidable. Si vous êtes des clients et vous avez besoin de le programmer, c'est vraiment pas grand-chose à faire. J'ai parlé de l'historisation des versions. Beaucoup d'API l'ont déjà inclus. Et pourquoi ne pas faire /V1, /V2, etc. Eh bien, le problème en est que, tout d'abord, techniquement, ça veut dire que ce sont des ressources différentes, ce qui n'est pas le cas. Ce sont des ressources dans différentes versions. Également, je ne peux pas faire un bookmark là-dessus, je ne peux pas faire un signé. Donc, si j'effectue une requête avec un type média MyService, si vous voulez la liste de produits, par exemple, et ensuite, peut-être que j'ai envie de me souvenir de cette URL ici, n'est-ce pas? Je ne peux jamais le stocker dans une base de données et l'utiliser et le mettre en cache et le récupérer un an plus tard avec V2. Ou même juste une liste de produits parce que ça serait V2 produit. Donc c'est un problème. Imaginez, dans ce cas précis, ce que j'essaie de faire à la place, c'est que je dis, je veux .v2 du type média, et c'est comme ça que j'ai établi mes versions. Remarquez de quelle manière ici, je récupère une liste de produits et je peux suivre ce produit individuellement. Et il n'y a pas d'infos sur la disponibilité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire tel produit n'est pas en stock. Donc on envoie un 404. On ne pourrait jamais changer ceci pour avoir un drapeau de disponibilité ici qui dit faux.
On ne peut pas rajouter cette information plus tard. On peut rajouter un descriptif, c'est facile, puisque si un client n'interprète pas le descriptif, rien ne casse. C'est de l'information supplémentaire qu'il n'a pas besoin de comprendre. Donc, c'est un cas où on n'a pas besoin de créer une nouvelle version de l'API. Mais si vous voulez indiquer la disponibilité pour que le consommateur API ne vend pas le produit, eh bien, il faut casser la version. Il faut créer une nouvelle version de cette interface. Et là, on peut dire, pour la version 2, tout d'un coup, on a un drapeau de disponibilité parce qu'un client écrit contre la version 2 a eu la doc sur ce que veut dire le drapeau de disponibilité. Donc, si disponibilité égale faux, il va comprendre ce que ça veut dire. Et pour la version 1, si je ne dis pas .v2, on peut toujours servir un 404, provoquer une erreur qui dit que le produit n'est pas disponible. Et donc, si on a la version sur l'URL, on ne peut pas mettre à jour le protocole de manière transparente. Et c'est un problème aussi pour tout logiciel. Imaginez si chaque version PHP BB avait une version séparée. Et en tant que client, je dois regex l'URL. Vous avez sharksforum.org avec un sous-forum. Je dois sélectionner si un API /v numéro. Peut-être que ça pourrait ressembler à ça. Donc ça, c'est déjà assez mal. Mais imaginez Niels, il écrit un super REST API pour PHP BB. Et c'est tellement bien que tout le monde veut dire, tiens, on va l'utiliser. On va utiliser le même API parce qu'il y a tellement d'apps mobiles et tellement de robots. Pour l'API PHP BB, on peut utiliser le même type de média et l'implémenter pour notre software de forum. Et en fait, on est interopérable à l'infini. Eh bien, les clients ne seraient pas obligés seulement de regex les URL, mais ça veut dire que les implémenteurs de serveurs doivent avoir la même structure d'URL. Donc, Niels ne va pas se tromper parce qu'il est intelligent. Mais s'il n'était pas intelligent, et s'il avait /v1 dans l'URL, alors les mecs PHP BB doivent également avoir /v1, ce qui n'a pas de sens. Donc, l'historisation des versions tue la disponibilité. Donc, ne le faites pas. On a presque fini. Et vous vous demandez peut-être que toute cette idée d'historisation et de disponibilité, c'est bien, non? On peut facilement évoluer les choses. C'est plus facile à apprendre pour les développeurs. J'ai fait un curl et je suis les liens. Et c'est vraiment évolutif, avec un grand nombre de clients, grand nombre de serveurs, etc. Et en plus de cela, j'ai toutes les fonctionnalités HTTP. Sécurité, niveau transport, la négociation, authentification et toutes ces choses-là. Vous allez me dire, oui, bon, d'accord, mais si je peux faire uniquement un niveau 2, un service de niveau 2, eh bien, j'ai toutes les choses HTTP et c'est ça qui m'importe. Parce que les requêtes conditionnelles où je peux dire ne mettre à jour la ressource que si moi, en tant que client, j'ai la version à jour, vous pouvez le faire déjà avec des e-tags. Eh ben, maintenant, je m'en fiche que dans 5 ans, que je pourrais peut-être rajouter un élément et rien ne casse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans REST qui me permet d'avoir un avantage immédiat? Et la réponse est non. Fielding a écrit là-dessus un bon nombre de fois. Fielding a dit REST, il faut compter ça en décennies. Et les contraintes à court terme ne sont pas particulièrement efficaces. Et aussi, c'est par rapport aux méthodes de développement agile, parce qu'on n'a pas besoin tout de suite, au moins pour un API interne. Donc, il faut s'assurer qu'on doit avoir le même argumentaire pour justifier l'implémentation de ceci. Donc, si vous voulez écrire un API public, vous savez que vous avez des utilisateurs publics que vous ne contrôlez pas et qui vont l'utiliser, s'il vous plaît, il faut prendre en considération la possibilité d'utiliser REST. Ça sera un petit peu plus de travail, mais si vous faites une release d'une mauvaise API où il n'y a pas de version, il va falloir le maintenir pour toute la vie. Vous aurez des phases de déprécation et au bout de 2 ans, il faut changer les endpoints et c'est le bordel total pour tout le monde.
Les contraintes de REST sont focalisées sur la préservation de l'évolutivité, mais la plupart des gens s'en fichent. C'est encore plus vrai aux États-Unis où les gens changent de boulot tous les 2 ans. Pourquoi je dois m'en foutre parce que je ne serai plus là. C'est pas moi qui vais le maintenir, donc je serai dans une autre boîte, donc je m'en fiche. Ou je peux refaire la même erreur, d'ailleurs. Donc, gardez ça à l'esprit. L'année dernière, j'avais un projet où on avait besoin de liens et en les suivant au niveau du serveur, même pour ce que nous avait envoyé le client, on n'aurait pas pu le faire facilement. Mais c'est l'exception rare. Souvent, les questions d'évolutivité, c'est là le vrai bénéfice de l'utilisation de REST. Si vous voulez lire davantage, lisez « How I Explained REST to My Wife ». C'est Tomako. And How to Get a Cup of Coffee il utilise le modèle de la processus de commande chez Starbucks pour expliquer le web. Et vous avez Fielding aussi. Lisez-le le jour, parce que si vous lisez ça le soir, vous vous endormez. Et quand je lisais le matin, c'était quand même mieux. On peut acheter un bouquin aussi. Hein? Je ne suis pas très fan de ces gens-là, mais ils vous recommandent le versionning de URL. Il ne faut pas les écouter. Mais ça, Rest in Practice, il vous fait passer du niveau 1, 2, 3, 4 et le modèle de maturité de Richard. Et eux, ils font appel au How to Get a Cup of Coffee modèle, comme leur exemple. Donc, vous lisez le bouquin et vous allez trouver des exemples que vous avez déjà vus. Voilà la fin. Merci beaucoup de votre attention. Je pense qu'on a 0 temps pour les questions et encore moins pour les réponses. Donc, envoyez-moi un email si vous avez des questions.